Je déclare la 51e séance ouverte. Je propose comme secrétaire de séance Carole Pervery. Est-ce qu'il y a... Ah, c'est pas là. Alors je propose Marion Steinmeier-Roche. Elle est là. Voilà. Êtes-vous d'accord? Mais Carole, je l'ai vue, elle est dans les murs là. Je présente les excuses de Gérald Testanière qui devra quitter la séance à 10h30 et qui donnera pouvoir à Catherine Gaspard, d'Edmond de Ruse qui donne pouvoir à Jean-Pierre Pazero, de Michel Bouillet qui donne pouvoir à Xavier Marco, de Marie-France Leroux qui me donne pouvoir, de Sandine Gilles Tramier qui donne pouvoir à Anne Crespo, de Guillaume Bompard qui est là, mais qui devra quitter la séance avant sa clôture et qui donnera pouvoir à Marie-Thérèse Galmard, de Nicolas Arnoux qui risque de ne pas être présent et donne pouvoir à Claude Bourgeois, mais il est là pour le moment, de Yannick Cuer qui donne pouvoir à Gilles Laroyenne et d'Anne-Marie Autant qui donne pouvoir à Christine Badini. Je vous demande d'approuver le procès verbal sommaire de la précédente séance du 12 avril 2019. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Qui est pour? On lève le doigt si on est pour. Je vous informe que le conseil municipal s'ouvrira par une présentation au PowerPoint des orientations du règlement local de publicité par le bureau d'études et vins conseil, suivi d'un débat, mais ne donnera pas lieu à une délibération. Mais auparavant, je vais vous donner lecture d'une information sur les mises à disposition d'agents entre le CCAS, la CCPRO et la ville. En application de l'article 61 de la loi 8453 du 26 janvier 1984 et de l'article 1.1 du décret de 2008-580 du 18-6-2008, la mise à disposition ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de l'agent et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. Elle fait l'objet d'une information de l'Assemblée délibérante de la collectivité territoriale. En accord avec le CCAS, il sera mis à disposition de la commune d'Orange, à compter du 1er juin 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, d'un agent catégorie C, adjoint administratif pour 35% de son temps de travail jusqu'au 31 août 2019 et ensuite 90% de son temps de travail à compter du 1er septembre 2019. Mission, assistant de direction au service culturel afin de remplacer un agent de la ville d'Orange qui va faire valoir ses droits à la retraite. Modification du pourcentage de mise à disposition d'un agent de la ville d'Orange vers la CCPRO. À compter du 1er juin 2019, l'agent catégorie C, adjoint administratif pour 20% de son temps de travail au lieu de 40%. Mission, gestion administrative et financière à la direction de la commande publique. Mise à disposition d'un agent de la ville d'Orange vers la CCPRO. À compter du 1er juin 2019 jusqu'au 31 décembre 2019. Un agent catégorie C, adjoint administratif pour 50% de son temps de travail, mission assistant directeur des services. Modification du pourcentage de mise à disposition de l'agent de la CCPRO vers la ville d'Orange. À compter du 1er juin 2019, un agent titulaire de catégorie A, attaché pour 45% de son temps de travail au lieu de 40%. Mission, directrice des marchés publics et accompagnement dans l'optimisation de la fonction achat. Le contenu des missions et les modalités de remboursement sont détaillés dans les conventions établies entre les parties. Voilà, maintenant on passe à la présentation de... Oui. Oui, tout d'abord, je suis surprise que vous confiez des missions d'assistants de direction à des agents de catégorie C. Les agents de catégorie C, leurs compétences ne prévoient pas ce genre de responsabilité. Ce sont des responsabilités que l'on confie à un rédacteur ou un cadre de catégorie B. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, vous exploitez en fait, des personnels de catégorie C, vous exploitez leurs compétences parce qu'en fait, vous les sous-payez. Et non, c'est pas oh là là, c'est la réalité. Apprenez le statut de la fonction publique territoriale, messieurs et mesdames les conseillers municipaux. Et donc, en fait, je voudrais avoir des explications là-dessus. Et en plus, je voudrais savoir comment vous faites pour partager le temps de travail. Est-ce que l'agent qui est affecté à 35% de son temps de travail sur la CCPRO travaille dans le même bureau que quand il travaille pour la mairie?
Parce qu'en fait, vous décortiquez les personnels territoriaux d'une drôle de manière. Ensuite, je voudrais, en préambule, dire que dans la vitrine que vous avez essayé de construire depuis plus de 20 ans, vous avez essayé d'inventer un personnage, celui du bon père de famille qui gérait les comptes de la commune avec comme slogan « tête haute, main propre ». Avec le jugement qui vient d'être rendu, vous devriez baisser la tête car vous avez confondu servir ou se servir au profit d'un clan familial. Vous sortez du débat. Bon, je peux répondre à la première partie. Là, on n'est pas au tribunal. On n'est pas au tribunal. Je vous prie de vous arrêter. Vous nous cassez les pieds. Bon, alors, j'allais répondre à votre première partie qui était intéressante, mais si vous ne voulez pas que je réponde en nous empêchant de parler, il est bien évident que je ne vais pas répondre. Alors, sur la première partie, et sur la première partie seulement, vous irez au tribunal si vous voulez, je dois vous dire que c'est vrai que depuis fort longtemps, nous menons une politique de promotion, nous menons une politique de... Oh, si vous voulez pas, on passe, on le vote pas. Bon, maintenant, débat sur le règlement local de publicité. C'est dommage, j'avais une réponse à vous donner. Je la donnerai à la presse si elle veut. Mesdames, Messieurs, par délibération en date du 11 avril 2018, le Conseil municipal a décidé de lancer la révision du règlement local de publicité sur l'ensemble de son territoire. Pour rappel, la commune d'Orange dispose d'un règlement local de publicité. Vous montrez que vous êtes un âne, on le sait, vous savez, c'est pas la peine de nous le remontrer, on est au courant. Par délibération du Conseil municipal, date du 21 juillet 1999. À ce titre, la révision du RLP est nécessaire afin qu'il devienne un véritable outil au service de la qualité du cadre de vie, permettant aux élus d'adapter la réglementation de la publicité en fixant des règles plus restrictives que la réglementation nationale aux spécificités de leur territoire. La commune d'Orange, par la révision du RLP, souhaite répondre aux objectifs suivants. Mettre le RLP en conformité avec les évolutions du cadre législatif et réglementaire et actualiser le document en adéquation avec les réalités locales. Maîtriser l'implantation de la publicité des enseignes et des préenseignes. Préserver la qualité, le cadre de vie et l'image du centre-ville. Limiter l'impact des dispositifs publicitaires sur le cadre de vie. Améliorer la qualité des zones commerciales. Valoriser le parcours patrimonial, les sites itinéraires touristiques. Encourager la réalisation d'économies. On est fiers d'avoir un maire comme ça. On est fiers, monsieur. On est fiers. Au contraire, très fiers. Le bureau d'études de la Conseil a été retenu pour aider à la commune à définir au mieux un nouveau RLP adapté au contexte et enjeux locaux. Après un travail de diagnostic des différents dispositifs présents sur le territoire, il convient aujourd'hui de débattre avec vous des principales orientations pour le nouveau RLP. Je donne donc la parole à Mme Crête du bureau d'études et même conseil pour la présentation du dossier. Alors, où elle est, Mme Crête? Alors, qu'elle y aille, allez-y. Vous avez la parole vous seul. Bonjour à tous, je suis Crété, je représente le bureau d'études et le conseil qui a été retenu pour accompagner la commune dans la révision de son règlement local de publicité. Donc on fait un accompagnement technique et juridique pour cette révision. Donc je vais vous présenter des généralités sur la procédure en cours sur la commune, les éléments principaux du diagnostic qui a été élaboré sur le territoire et qui a permis de définir les orientations sur lesquelles vous allez débattre par la suite à la fin de cette présentation. Donc pour commencer, un point sur le calendrier. Donc tout d'abord, la commune d'Orange dispose d'un règlement local de publicité qui a été approuvé en 1999. Donc comme le disait monsieur le maire, pour plusieurs raisons ont amené la commune à réviser ce RLP. Tout
tout d'abord de prendre en compte les nouvelles dispositions réglementaires du Code de l'environnement sur la publicité pré-enseigne et enseigne, et également d'anticiper la caducité prochaine du règlement local de publicité, car en effet, si le règlement local de publicité n'est pas révisé avant juillet 2020, celui-ci deviendra caduc. Donc s'il devient caduc, actuellement c'est le maire qui a le pouvoir de police sur le RLP. S'il devient caduc, la commune reviendra à la réglementation nationale pour tout ce qui régir les publicités et les enseignes, et le pouvoir de police sera transféré au préfet. Donc la révision du local de la publicité a fait l'objet d'une prescription en avril 2018. Le diagnostic a été élaboré sur le territoire de décembre à mars 2019. Le diagnostic a permis d'identifier les secteurs en jeu et les différents enjeux sur le territoire qui ont permis de définir les orientations que je vais vous présenter par la suite. Donc ces orientations et le diagnostic ont été présentés aux personnes publiques associées le mois dernier pour leur présenter le projet du nouveau règlement local de publicité de la commune et recueillir aussi leurs avis sur ce projet. Donc aujourd'hui, vous allez débattre des orientations proposées par la commune pour le nouveau RLP. Une réunion publique est prévue début juillet pour présenter l'état d'avancement du projet de règlement local de publicité. Nous avons également commencé la phase de transcription réglementaire, donc transcription réglementaire des orientations d'un point de vue zonage règlement, car nous travaillons par zone. Une série de réunions est prévue lors de cette phase, donc une réunion avec les acteurs économiques pour leur présenter les règles proposées pour le nouveau règlement, une deuxième réunion avec les personnes publiques associées pour leur présenter le projet un peu plus abouti, et enfin une réunion publique qui va présenter l'ensemble du projet, en vue d'un arrêt du projet en automne 2019, après va s'en suivre une phase administrative comme pour le plan local d'urbanisme, avec un avis des personnes publiques associées, une enquête publique, pour ensuite approuver le nouveau RLP avant juillet 2020, qui est la date d'échéance. Donc un petit rappel à des dispositifs qui sont concernés par le règlement local de publicité. Donc il y a les publicités et les préenseignes, donc elles sont soumises aux mêmes règles maintenant. Donc les publicités et préenseignes, c'est tout ce qui est panneau publicitaire installé à distance du lieu de l'activité. Il indique la proximité de celle-ci ou fait la promotion d'une activité, d'un produit en lien avec l'activité. Donc nous avons, comme vous pouvez le voir, il y a différents types de dispositifs pour les publicités. Les publicités scellées au sol, sur mobilier urbain de type abribus au type sucette, le petit format de 2 mètres carrés, et des publicités murales. En ce qui concerne les enseignes, c'est tout ce qui est inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce, donc sur le bâtiment d'activité ou présente sur son unité foncière. Donc là, comme pour les publicités, il y a différents types de dispositifs que l'on peut retrouver sur le territoire. Donc des dispositifs d'enseigne scellés au sol, celles qui sont apposées parallèlement à la façade du bâtiment où se trouve l'activité, également en toiture du bâtiment où se trouve l'activité, apposées perpendiculairement à la façade, donc c'est tout ce qui est enseigne que l'on appelle type potence, et également sur parallèle apposées sur les murs de clôture. Également un petit point sur les règles nationales qui s'appliquent sur votre territoire. Donc c'est la règle maximale. Donc en termes de publicité préenseigne, pour les dispositifs au sol et en façade, elles ne peuvent pas aller au-delà de 12 mètres carrés, encadrement compris. Et on peut aller jusqu'à 8 mètres carrés pour les dispositifs numériques. Elles sont également soumises à des règles de densité. Donc pour résumer, les règles de densité, les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur inférieure à 80 mètres linéaires, il sera possible d'installer jusqu'à 2 dispositifs, que ce soit 2 dispositifs scellés au sol, comme on peut le voir sur l'image, ou 2 dispositifs apposés à un mur, sur l'unité foncière. Après, concernant les enseignes, pour les enseignes scellées au sol, en termes de surface,
On peut aller jusqu'à 12 mètres carrés au sein de l'agglomération principale et uniquement 6 mètres carrés pour les enseignes qui sont hors agglomération. Pour les enseignes murales, les règles instaurent plutôt une surface, un pourcentage de surface cumulée limité par rapport à la façade commerciale. Donc là, globalement, la surface cumulée est limitée à 15% de la surface commerciale, sauf exception. On peut aller jusqu'à 25% de la surface si la façade est inférieure à 50 mètres carrés. Dans les autres cas, c'est 15% de la surface de la façade commerciale. Et sur toiture, on peut aller jusqu'à 60 mètres carrés. Donc, à partir du diagnostic que nous avons fait sur le territoire, on a pu établir une carte de synthèse de l'état des lieux des publicités et préenseignes. Donc là, en rouge, on a identifié les secteurs qui sont concernés par une forte densité publicitaire, donc ce qui concerne en particulier les entrées de ville principales, traversées de ville principales, les zones commerciales. En orange, les secteurs qui présentent plus ponctuellement de l'affichage publicitaire, alors là, en particulier les abords du centre-ville et quelques axes de traversée urbaine. Et enfin, les secteurs qui sont relativement bien préservés de l'affichage publicitaire aujourd'hui sont représentés en vert. Donc là, je vais faire un zoom par type de secteur pour vous montrer le type de dispositif que l'on a pu rencontrer sur votre territoire, pour vous donner un exemple. Donc pour commencer, les secteurs impactés par une forte densité, donc comme je vous l'ai dit précédemment, ça concerne les entrées de ville, les traversées urbaines principales de la commune et les zones commerciales et les zones d'activité commerciale. Donc là, à titre d'exemple, voici quelques photos des dispositifs que l'on a pu rencontrer sur le territoire. Donc là, par exemple, en entrée sud du territoire, par exemple d'Avignon, et en se dirigeant vers le centre-ville, on voit qu'il y a une succession de panneaux de grand format pouvant aller jusqu'à 12 mètres carrés. On retrouvait également des dispositifs publicitaires sur du mobilier urbain de type sucette, comme on peut le voir sur la photo en bas à droite. Ensuite, entrée nord du territoire par route de Lyon. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a une succession de dispositifs de grand format, ce qui engendre une forte empreinte visuelle, car on les voit toutes d'un seul coup d'œil. Ensuite, avenue Jean Moulin. Vraiment, à titre d'exemple, on retrouve également des dispositifs de grand format et rue du Terrier. On retrouve également des types de grand format scellés au sol et également mural. Donc là, par exemple, sur la rue du Terrier, ce type de format semble peu adapté au contexte urbain. Pour continuer, l'entrée ouest du territoire, de Caderousse, des dispositifs scellés au sol de grand format, avenue Charles de Gaulle, des dispositifs de grand format sur le mobilier urbain avec des dispositifs sur barrière. Et un point noir a été identifié sur l'entrée est du territoire. Comme vous pouvez le voir, il y a une accumulation de dispositifs au niveau de cette frange urbaine, du coup qui engendre une forte pollution visuelle de la frange urbaine et une vision un peu négative à premiers abords quand on rentre sur le territoire. Maintenant, les zones d'activité. Donc là, il y a un mix entre des dispositifs de grand format et de petits formats sur le mobilier urbain et qui se cumulent également avec la présence d'enseignes des activités qui sont présentes sur ces zones. Donc du coup, ça brouille un peu la lisibilité des publicités et également la lisibilité des acteurs économiques présents sur les zones. Donc pour les enjeux qui ont été identifiés sur ces secteurs, il y a deux types d'enjeux, des enjeux d'attractivité du territoire par la qualité de ses entrées de ville. Il y a une valorisation paysagère à rechercher sur les axes concernés, en fonction du profil de voie, car ils constituent les premières images du territoire. Il y a également un enjeu économique, comme je vous le disais, il y a un enjeu en termes de lisibilité des messages publicitaires et des activités économiques sur les secteurs à forte densité d'affichage. Maintenant, sur les secteurs qui présentent plus ponctuellement de l'affichage publicitaire, donc ceux en orange, rapidement, là, c'est les abords du centre historique et quelques axes et traversées urbaines. Là, on retrouve plusieurs dispositifs de grand format et de petit format également sur le mobilier urbain. Donc là, comme on peut voir sur abord du centre historique en bas à droite,
On a des dispositifs de grand format sur le mobilier urbain 8 mètres carrés et également sur des dispositifs de type colonne porte-affiche. Donc on retrouve également aux abords du centre-ville des dispositifs comme de grand format, comme sur l'avenue Henri Fabre, qui sont peu adaptés au contexte urbain. Et sur l'avenue Maréchal de Tassigny, il y a également des dispositifs de grand format et on peut également voir une percée visuelle sur l'Arc de Triomphe en long. Donc sur ces secteurs, plusieurs enjeux ont été identifiés. Donc premièrement, un enjeu d'activité du territoire par la valorisation paysagère des abords du centre historique site UNESCO. Un enjeu en termes de cadre de vie, avec une adéquation des possibilités d'affichage à l'environnement traversé des zones commerciales pour l'entrée du site patrimonial. Et un enjeu patrimonial, avec la préservation de la qualité des cônes de vue sur les éléments marquants du paysage et du patrimoine, notamment l'Arc de Triomphe et la colline Sainte-Trope. Enfin, les secteurs qui sont globalement bien préservés de l'affichage. Donc actuellement, ils sont bien préservés, mais ils peuvent subir des pressions dans le futur. Donc, vous m'entendez? Pour le premier pour rien. C'est bon? Vous êtes connus pour comme ça. Un complot là. Donc là, nous sommes pour les secteurs globalement préservés de l'affichage publicitaire. Nous sommes sur les entrées de ville secondaire. Entrées de ville secondaire, quelques traversées urbaines de la commune et le centre historique. Donc là, on retrouve sur ces secteurs. Vous m'entendez bien ou pas? Oui. Prenez le micro du maire, en général, il marche mieux que les autres. Donc, sur ces types de secteurs, nous sommes uniquement concernés par de l'affichage sur le mobilier urbain de type sucette ou abri voyageur, du mobilier urbain de petite taille. Donc là, comme vous pouvez le voir pour la route de Roquemort, on peut voir que la vue sur la colline de Sainte-Trope est bien préservée de toute pression d'affichage publicitaire. Là, vous pouvez voir sur les autres images que globalement c'est préservé et il conviendrait de maintenir cette situation. Bon, du coup, pour les enjeux identifiés sur ces types de secteurs, aussi 3 types d'enjeux. Donc, enjeux d'attractivité du territoire par le maintien d'une faible densité publicitaire sur ces axes et quartiers, et la préservation de la qualité de l'entrée de ville par la route de Roquemort. Ensuite, un enjeu de cadre de vie, une adéquation est à avoir sur les possibilités d'affichage à l'environnement traversé, donc faire distinction en fait en fonction de si on est sur des quartiers résidentiels. Et un enjeu patrimonial avec la préservation des abords de l'Arc de Triomphe, avec un maintien d'un affichage très limité et le maintien d'une quasi-absence de publicité de préenseigne dans le centre historique intramuros. Maintenant, le diagnostic, il y a également eu un état des lieux général des enseignes qui a été fait. Donc là, comme vous pouvez le voir sur la carte, il y a les endroits où il y a une forte densité d'enseignes rencontrées se localisent globalement au niveau des pôles de secteurs économiques importants de la commune, à savoir le centre historique, le centre-ville élargi, les zones d'activité, zones commerciales et sur les linéaires commerciaux. Donc là, à titre d'exemple, sur les enseignes rencontrées dans le centre historique et le centre-ville élargi, donc là, des exemples d'enseignes de qualité rencontrées. Donc là, par exemple, des enseignes en lettres peintes sur façade ou devantures en menuiserie bois et des lettres découpées en façade. Comme on peut le voir, ces enseignes s'intègrent bien à la façade architecturale des bâtiments. Il y a également des enseignes sur store-bail et des enseignes en potence à veau perpendiculaire à la façade. D'autres enseignes rencontrées sur le centre historique et le centre-ville élargi. Donc là, des enseignes de type potence drapeau. Là, comme on peut le voir, ces enseignes, à titre d'exemple, sont un peu disproportionnées par rapport au profil de voie où elles s'implantent. Un exemple d'enseigne apposée parallèlement à la façade, type mural, et sur toiture. Donc là, en termes d'enjeux, c'est plus des enjeux de type patrimonial qui sont identifiés ici, avec une qualité à assurer sur le long terme,
des règles à renforcer en lien avec les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France et des enseignes en drapeau qui sont à mieux encadrer au regard des règles nationales. Maintenant, un zoom sur les zones commerciales et les zones d'activité. Alors là, il y a une diversité de dispositifs qui sont rencontrés sur ces zones. Il y a en façade, des scellés au sol et en toiture. Donc là, comme je vous l'avais dit précédemment pour la publicité, le cumul enseigne et publicité scellée au sol engendre une forte empreinte visuelle sur ces secteurs, un impact également sur la visibilité des façades, la qualité de l'environnement perçu et une perte de lisibilité des différentes informations. Donc là, en termes d'enjeux, il y a un enjeu d'attractivité et de lisibilité des entreprises, notamment vis-à-vis des enseignes scellées au sol, sur toiture et sur clôture qui sont à encadrer. Maintenant, un zoom sur les pôles de proximité. Donc là, vraiment, à titre d'exemple, les types d'enseignes que l'on a pu rencontrer dans les quartiers, dans les pôles de proximité. Donc par exemple, route de Camaret, une enseigne qui est sur grillage, une enseigne numérique qui est rencontrée avenue de Verdun. Donc là, les enjeux sont en termes de qualité de cadre de vie. Donc, l'amélioration de la qualité de certaines enseignes, la réduction de l'impact des enseignes scellées au sol et sur clôture, et aussi de prendre en compte le développement du numérique dans le futur. Donc, à partir de ce diagnostic et des enjeux identifiés vis-à-vis de ce diagnostic, la commune envisage plusieurs orientations que je vais vous présenter maintenant. Donc, il y a des orientations spécifiques aux publicités et préenseignes, et après je passerai aux orientations spécifiques aux enseignes. Donc la première orientation est d'améliorer la qualité paysagère des entrées de ville et des grandes traversées urbaines de la commune. Alors, il y a plusieurs objectifs qui sont définis ici. Premier objectif, réduire l'emprise visuelle des publicités et préenseignes le long des grands axes urbains, en limitant la densité des panneaux publicitaires et en privilégiant l'affichage mural. Adapter le format à la typologie des différentes entrées de ville, avec des formats plus réduits sur les traversées de zones résidentielles, et rechercher une harmonisation des supports publicitaires. Le deuxième objectif ici est d'élargir la zone de protection du centre historique en encadrant de façon significative l'affichage publicitaire sur les portes d'entrée du site patrimonial, en aval des grandes pénétrantes urbaines. Dernier objectif ici est d'interdire tout affichage publicitaire sur les franges urbaines, espace de transition entre les paysages agricoles et la ville. La deuxième orientation en matière de publicité préenseigne ici est de préserver le centre historique et le site de l'Arc de Triomphe et de valoriser ses abords. Les deux objectifs ici sont d'interdire l'affichage publicitaire dans le centre historique intramuros, de conserver la protection des abords de l'Arc de Triomphe. Le deuxième objectif est de conserver les usages existants sur le centre-ville élargi et d'étendre ces dispositions aux portes d'entrée du site patrimonial. La troisième orientation est d'encadrer strictement l'affichage publicitaire dans les quartiers résidentiels. Donc du coup, d'interdire toute publicité autre que supportée par du mobilier urbain dans les quartiers résidentiels, à l'écart des grands axes urbains. Enfin, dernière orientation pour les publicités préenseignes, c'est de limiter la publicité lumineuse et numérique. Alors, premier objectif, c'est d'étendre la plage d'extinction horaire des publicités lumineuses imposées dans le Code de l'environnement pour réduire les atteintes à l'environnement. Donc, pour rappel, le Code de l'environnement impose une extinction entre 1h et 6h du matin. Donc là, on étendrait ces plages d'extinction horaire. Deuxième objectif, c'est de limiter le format des publicités numériques afin de réduire leur impact visuel et de les interdire le long des grands axes urbains et autour des ronds-points. Maintenant, pour les orientations en matière d'enseigne, la première orientation est de réduire l'impact visuel de certaines enseignes. Donc, premier objectif est d'adapter le format des enseignes scellées au sol au contexte urbain, en réduisant notamment le format maximum autorisé hors zone commerciale. Donc aujourd'hui, vis-à-vis de la règle nationale, on peut aller jusqu'à du 12 mètres carrés. Le deuxième objectif est d'encadrer les enseignes sur toiture et les enseignes numériques. Et le dernier objectif est d'interdire les enseignes sur murs de clôture non aveugles, souvent peu qualitatives, et d'encadrer leur format sur mur aveugle. Donc là, comme on peut voir, sur une enseigne sur un grillage. Deuxième orientation en matière d'enseigne, c'est de
pérenniser la qualité du centre historique, d'améliorer la visibilité du patrimoine bâti. Donc les deux objectifs ici sont d'encadrer la densité et d'harmoniser le format des enseignes afin d'assurer la lisibilité des façades. Deuxième objectif est de travailler la qualité des enseignes, leur intégration bâtie, du coup en privilégiant les lettres peintes, les lettrages fixés directement sur les façades, d'encadrer les enseignes perpendiculaires aux façades, d'harmoniser les formats, encadrer leur densité, et d'interdire les enseignes numériques. La troisième orientation est d'améliorer la lisibilité des activités dans les zones commerciales. Donc, premier objectif, d'encadrer la densité des enseignes, favoriser la mutualisation des enseignes sur le même unité foncière, comme vous pouvez voir avec l'exemple de l'enseigne scellée au sol à droite. Deuxième objectif, la recherche d'une harmonisation des enseignes scellées au sol en dimension et format. Et pour dernier objectif, d'interdire les enseignes sur toiture. Enfin, pour finir, dernière orientation concernant les enseignes, comme pour la publicité, c'est de limiter la pollution lumineuse. Donc, une plage d'extinction nocturne plus large que ce qui est imposé dans le Code de l'environnement sera envisagée ici sur certains secteurs, modulée selon les caractéristiques urbaines des différents secteurs de la commune. Donc, j'ai fini la présentation. Je vous remercie pour l'attention que vous avez portée pour cette présentation. Je vous donne la parole pour échanger et débattre sur les orientations qui vous ont été présentées. Et je reste à votre disposition si vous avez des questions d'ordre technique. Alors, qui demande la parole sur le sujet? Vas-y Anne, vas-y Fabien. Bon, merci beaucoup au bureau d'études pour ce détail, cette belle présentation du diagnostic. Ce que je retiendrai de ce diagnostic, moi, c'est vis-à-vis de ce que vous avez préconisé, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il se faisait à peu près ce qu'on voulait, sans règles ou avec des règles permissives ou non appliquées. Donc, bienvenue à ce nouveau règlement. Ce que j'aurais bien aimé pouvoir avoir, moi, c'était votre diagnostic en papier, parce qu'aujourd'hui, nous ne l'avons même ni en numérique ni en papier, on n'a rien. On a été à peine avertis de cette présentation de manière tout à fait informelle. Il n'y a rien dans l'ordre du jour d'aujourd'hui qui nous dit que nous allions avoir cette présentation. Donc voilà, associer des gens à une présentation, ça serait intéressant, au moins qu'on puisse savoir de quoi il en retourner. Et je vous remercie encore une fois pour cette qualité de présentation du diagnostic. Oui, Monsieur le maire et Madame, je vous remercie pour l'exposé que vous venez de développer. Donc j'ai noté qu'il y avait plusieurs enjeux, un enjeu d'attractivité et de valorisation paysagère, un enjeu économique aussi sur la lisibilité de l'entreprise en fait, puisqu'il y avait un peu une publicité anarchique. Et donc vous préconisez des orientations qui visent à améliorer la qualité paysagère des entrées de ville, à préserver le centre urbain et l'Arc de Triomphe, qui sont des objectifs que je partage, également aussi des préconisations sur les zones d'activité. Donc là, effectivement, alors j'ai bien noté que votre présentation a été filmée, mais je pense qu'il devrait être judicieux, Monsieur le maire, que nous puissions avoir le PowerPoint, si ce n'est les photocopies, parce qu'on a bien compris que, vu l'ordre du jour, que vous n'arrivez plus à tenir le nombre de photocopies que vous étiez fixé au niveau de la ville. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est maintenant comment on va passer à l'action, en fait. Comment ces orientations que je partage vont être traduites dans la réalité, dans une politique qui viserait à diminuer la pollution visuelle et à avoir comment dire, un cadre harmonieux du paysage urbain de la commune d'Orange. Y a-t-il d'autres interventions? Merci beaucoup pour cette présentation.
comme je vais reprendre certains points qui ont été déjà énoncés, c'est ce qu'on appelle ici une délibération FTG, c'est-à-dire foutage de gueule, parce qu'on est au courant de rien, et donc comme on n'a pas été destinataire de votre PowerPoint en avance, il est bien sûr difficile de se prononcer, et la plupart des gens ici n'ont même pas de questions à poser, parce qu'ils ne se sont même pas intéressés au projet, et de même les adjoints sont en train de découvrir le projet. Donc c'est difficile d'avoir un débat sur quelque chose qui n'a pas été réfléchi. Ensuite, je vais vous annoncer que le projet va pouvoir s'aérer notablement en ce qui concerne le centre-ville, parce que le centre-ville, bientôt, les commerces sont morts, et donc, évidemment, le problème de la signalétique ne se posera plus. Ensuite, en ce qui concerne l'esplanade Verdi, je vous invite à aller faire quelques photos. Là, ce n'est pas des affichages qui soient on va dire publicitaires, ce sont des affichages polémiques. C'est un cas particulier à Orange que l'on a. On a également un affichage numérique qui a été posé il y a 2 ans, à peu près, sur l'espace Claudius. Et là, on apprend que la mairie va faire annuler donc, la pose de ces enseignes lumineuses. Et donc, on se demande ce qui va advenir de cet affichage polémique. Voilà. C'est la position politique, ça. Bon, et voilà des questions intéressantes. On va peut-être passer la parole d'abord à Claude Bourgeois sur le déroulé de cette opération. On pourrait peut-être faire une remarque déjà. Hein? Vas-y. Oui. Je voudrais, moi, simplement faire une remarque à M. Laroyenne. Il nous dit que nous découvrons le dossier, mais je ne sais pas si vous êtes rendu compte, on a le dos tourné à l'écran. Et pour lire en même temps que Madame parlait, il est évident qu'on regardait le dossier. Ça ne veut pas dire qu'on ne le connaissait pas, c'était simplement pour suivre hein, avec un papier sous les yeux, parce que je n'ai pas de yeux derrière la tête. Voilà. On l'a déjà présenté, cette deuxième commission. Oui, des commissions, on a des réunions internes avec Alors, il y a ce dossier. D'abord, il est en chantier depuis fort longtemps, parce que ça fait fort longtemps, plusieurs années, qu'on demande à la préfecture de revoir totalement ce dossier. Et jusqu'à maintenant, on n'avait pas pu y travailler parce qu'il y avait, pas un blocage, mais un désintérêt des services de l'État. Nous y travaillons depuis un certain temps. Il a été présenté en commission plusieurs fois. On a travaillé avec les services plusieurs fois et on le présente maintenant au Conseil parce qu'il est prêt à être présenté. À la suite de ce débat, il y aura une nouvelle présentation, je crois, et on le votera, je suppose. Bon, donc, on est dans le déroulé normal de tout dossier, et ceux qui veulent s'y intéresser peuvent le faire, puisque les commissions ne sont pas fermées, elles sont ouvertes, même si quelquefois cela nous paraît difficile, compte tenu que c'est les présentations en commission qui devraient être discrètes, ne le sont pas, elles sont enregistrées alors que c'est en opposition totale avec la loi. Je crois que nous accueillons ce dossier avec un bon esprit. D'ailleurs, les oppositions dont l'avis est parfois un peu partial, c'est le moins qu'on puisse dire, le reconnaissent, dont nous nous en félicitons. Et il y aura une présentation au public également. Il y aura une présentation publique le 2 juillet. Le 2 juillet. Donc l'ensemble du public pourra venir, bien sûr, l'ensemble des élus, mais l'ensemble des élus, on l'aura représenté avant. Donc voilà, le débat a été fait, on passe au dossier numéro 1. Vos orientations, à quoi vous avez vous répondez pas, monsieur le maire. À quoi? Comment vous souhaitez mettre en œuvre vos orientations? Oui, alors c'est simple, conformément à la loi. Conformément à la loi. Voilà. On ne peut pas faire autrement. On a vu conformément à la loi hier. Conformément au règlement. On ne peut pas faire autre chose que de se soumettre pour application de ce dossier à la loi, au règlement. On passe au dossier numéro 1, demande. Oui. Je peux rajouter quelque Bien chose. sûr. Alors en fait, la transcription réglementaire, pour le RLP, on travaille sous format d'ordonnage, comme le PLU. Et donc, on va définir des règles par zone qui vont du coup être en cohérence avec les orientations qui ont été définies ici.
Donc ça sera cohérent, les règles qu'on va retrouver par zone seront cohérentes avec ce qui a été affiché ici. Mais des règles, il y en avait avant, vous avez fait la Oui, il y en avait avant. Donc le règlement national ne s'appliquait pas avant. Si. On passe au dossier. Vous avez terminé. On passe au dossier numéro 1.